Après, ils se rendent compte qu'en fait, que le handicap ou le fauteuil, c'est pas forcément un problème. Le vrai problème, c'est vraiment l'accessibilité et c'est ce que j'essaie de faire passer comme message. Et à la fin, quel est le retour? À la fin, je leur dis, alors, est-ce que vous avez pensé au fauteuil? Est-ce que vous... Non, ils m'ont dit, on a pensé à jouer, à s'amuser et on a totalement oublié le fauteuil et qu'on était assis. Et donc là, ils ont pu comprendre que le fauteuil ou le handicap n'est pas forcément un handicap ou une difficulté, mais c'est vraiment l'environnement. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Tom, je suis étudiant et merci de nous rejoindre pour cet épisode dédié au handisport et au sport adapté. Ici nous explorons un univers où la passion du sport transcende les limites, où la persévérance et l'innovation créent un parcours inspirant. On va se pencher sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap vers le monde du sport. Que vous soyez athlète, passionné de sport, curieux, curieuse ou simplement à la recherche de belles histoires humaines, ce podcast est fait pour vous. Dans cet épisode, nous mettons en lumière les acteurs et actrices du monde du handisport et du sport adapté par le biais de l'interview de professionnels, à savoir Marion Zachary, responsable formation au CREPS de Grenoble et référente handisport et sport adapté, et Émeric Briois, coach sportif à l'association Tous Cap à Villefranche en Beaujolais. Préparez-vous à faire un pas dans l'univers extraordinaire des personnes en situation de handicap. Nous allons essayer de définir le handicap, mettre en lumière ce qui est mis en place actuellement dans les coulisses du sport fédéral et les associations locales pour adapter les pratiques et initier le plus de monde possible à la pratique du sport. Nous allons aussi essayer de comprendre en quoi le sport apporte au quotidien à ces personnes en situation de handicap. Alors installez-vous confortablement, enfilez vos écouteurs et plongeons ensemble dans cet univers extraordinaire. L'extrait d'introduction que j'ai choisi, c'était une interview de Sofiane Meyaoui, basketteur de l'équipe de France Handisport pour Studio Bang. J'ai choisi cet extrait pour commencer, car j'ai trouvé le message qu'il transmettait plein d'espoir. Ce message revendique exactement l'essence de ce podcast, le sport étant un plaisir qui peut être accessible à tous. Il suffit d'un écosystème humain et matériel adapté pour faire oublier le handicap durant un court instant et faire vivre des émotions sportives à qui le veut. J'espère, par le biais de ce podcast, vous insuffler le besoin de transmettre vos passions et d'engager un petit peu votre énergie pour développer le sport pour tous. Aujourd'hui, nous allons faire un léger focus sur le sport adapté. D'abord, je tiens à poser quelques chiffres. C'est 7 millions de Français de 15 ans et plus qui souffrent de limitations sur une fonction cognitive, physique ou sensorielle selon la DREES, organisme de statistiques ministérielles dans les domaines de la santé et du social. 7 millions, pour remettre en perspective, équivaut à 10% environ, un peu plus même, de la population française. Ces 7 millions de personnes sont réparties dans 5 grandes familles de handicap. Donc quand on parle de handicap, le lien direct que nous faisons pour beaucoup s'oriente vers les handicaps moteurs, qui est une famille, mais qui n'est en réalité pas la plus représentée. Elle concerne 3,5 millions de personnes, dont 650 individus en fauteuil roulant. La famille, le type de handicap touchant le plus de personnes sont les handicaps sensoriels. Donc l'audition, la vue. Il existe ensuite des familles de handicaps cognitifs, donc l'autisme, les troubles 10, les handicaps psychiques, qui va concerner la bipolarité, la dépression, etc. Les handicaps mentaux, donc les déficiences intellectuelles. Parmi toutes ces personnes souffrant de limitations, 80% d'entre elles souffrent de ce qu'on appelle un handicap invisible. Donc un handicap que l'on ne voit pas au quotidien. Je vais maintenant laisser ma place à Marion Zachary, qui va présenter mieux que moi le handicap en dissociant le handisport du sport adapté, tous deux régis par deux fédérations sportives bien distinctes, et qui nous expliquera le fonctionnement de la sphère du sport adapté, des enjeux jusqu'à comment s'organise la répartition des sportifs. Bonjour Marion Zachary, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes responsable de formation au CREPS de Voiron à Grenoble et référente handisport, sport adapté. Est-ce que vous pouvez vous présenter, qui êtes-vous et puis quel est votre rôle au sein du CREPS?
Bonjour Tom. Écoute, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Donc effectivement, moi, je travaille sur le CREPS Auvergne-Rhône-Alpes et sur le site de Voiron en tant que coordonnatrice de formation et responsable du haut niveau. Et effectivement, en parallèle, je suis également référente handicap, c'est-à-dire que j'aménage des parcours de formation pour des stagiaires en situation de handicap qui voudraient devenir entraîneurs et travailler dans les métiers du sport. Auparavant, j'ai aussi travaillé pendant 10 ans au sein de la Fédération française de sport adapté. On en parlera, je pense, juste après, ce qui fait que je connais particulièrement bien les publics en situation de handicap mental. D'accord, super. On peut commencer peut-être, vous pouvez donner la différence entre le handisport et le sport adapté? Oui, alors je vais répondre à ta question, mais juste avant, moi j'aurais aussi aimé pouvoir t'en poser une, puisqu'on va parler de handicap dans ce podcast. Est-ce que tu sais d'où ça vient le terme handicap? Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue étymologique, le sens de ce mot? D'un point de vue étymologique, je sais pas exactement, non. Alors toi qui a fait un petit séjour aux États-Unis, ça vient de l'anglais, donc si tu le traduis, ça donnerait quoi? Ça viendrait de la main, et Exact. cap, c'est une direction? Non. Non? Ok. Head in cap, c'est main dans le chapeau. Ah bah oui, ouais. Ok. Donc c'est la main dans le chapeau, et en fait c'est un terme qui était utilisé à l'époque du troc. C'est-à-dire que quand on recevait un objet d'une valeur supérieure, on devait mettre l'équivalent en monnaie dans un chapeau. Donc c'était fait pour rétablir une égalité de valeur. Et ensuite, c'est un terme qui s'est transféré dans le domaine de l'hippisme, des courses à chevaux. Où Ok. pour garantir une égalité de pari, on allait charger en fait les meilleurs chevaux avec des sacs de sable. Ok. Donc, le sens premier du terme, c'était plutôt d'ajouter de la difficulté pour des éléments qui étaient justement meilleurs et plus performants. Et c'est seulement quand ça s'est transféré au champ des sciences humaines que ça a pris cette notion d'écart à la norme, d'infériorité, mais qui n'était pas du tout le sens premier du mot. Et des fois, c'est bien de se le rappeler Ok. et peut-être de les percevoir comme des personnes aussi extraordinaires. Quels sont, d'ailleurs? Elles sont. Alors, par rapport à ce que tu as évoqué, c'est quoi la différence entre le handisport et le sport adapté? Donc, effectivement, tu as raison. En France, et c'est assez spécifique, hein, tous les pays ne fonctionnent pas comme chez nous. On a deux fédérations. Donc, une fédération, le handisport, qui va développer de la pratique sportive pour des personnes en situation de handicap moteur et sensoriel. Donc on a également les personnes malvoyantes, malentendantes. Et puis une fédération qui va développer de l'activité sportive pour des personnes en situation de handicap mental et troubles psychiques. Ok. Donc voilà, ce sont vraiment deux fédérations distinctes. Je ne sais pas si tu veux en savoir un peu plus sur leurs chiffres Et bah, et ce que ça représente en termes d'activité. c'était exactement ma question d'après pour un peu avoir un ordre d'idée, peut-être au niveau des, du nombre de licenciés et du budget global de chaque fédération. Parce que je sais que par exemple les Jeux paralympiques sont concentrés sur le handisport et sont hyper visionnés. Euh, donc voilà, pour avoir un peu un ordre d'idée de Alors, comparaison. effectivement, le handisport va être plus médiatisé et pourtant, si on prend les chiffres, en fait, le sport adapté, c'est 65 000 licenciés et le handisport, c'est 35 000. Donc, on a quasiment 2 fois plus de licenciés D'accord. en sport adapté qu'en handisport. Néanmoins, ce sont deux fédérations qui sont multisports, c'est-à-dire qu'elles ont pour mission, ça a été défini par l'État, par le ministère des Sports, de développer de l'activité physique pour un type de public en particulier, mais pas dans une discipline. Donc ces deux fédérations, elles vont être multidisciplinaires.
Donc, c'est plus de 75 disciplines en sport adapté et 25 en handisport, ce D'accord. qui représente un nombre de rencontres en fait hyper conséquent, hein. On va être à plus de 3000 rencontres annuelles, par exemple, au sport adapté. Et ce qui veut dire aussi qu'en termes de calendrier, c'est extrêmement complexe à organiser. Si on fait du foot, on va organiser dans la fédé de foot, elle va organiser tous ses plateaux de foot pour les différentes catégories d'âge, etc. Le D'accord. sport adapté, il faut le faire en foot, en natation, en basket, en ski, en pétanque. Voilà, donc ça demande aussi beaucoup de ressources Ouais. et de partenariats pour faire fonctionner ces calendriers sportifs qui sont très complexes. Sur ce que tu as évoqué par rapport aussi un peu à la médiatisation, la Fédération Handisport, effectivement, a toujours su peut-être mieux mettre en valeur l'image et les performances de ces sportifs. Et à ton avis, est-ce que tu saurais, toi, dire à ton avis à quoi c'est lié ? Moi, je pense que c'est lié au fait que le handicap invisible est moins impressionnant à la télé et que du coup, c'est plus impressionnant et ça fait plus parler les gens de voir des personnes en fauteuil roulant pratiquer du sport que des personnes avec un fort trouble autistique ou un autre handicap psychique. Très juste, tu as tout à fait raison, effectivement, c'est une grande partie de l'explication que tu viens d'évoquer. Effectivement, pour le handicap mental, on est quasiment à 80% sur des situations de handicap qui sont invisibles. Et du coup, c'est difficile de valoriser en fait, la performance sportive quand on ne voit pas forcément où se situe la situation de handicap. Par ailleurs, pour les gens ou le grand public qui ne connaissent pas forcément bien ces publics, ça peut être plus facile de se projeter dans une situation de handicap moteur. C'est-à-dire, si j'étais en fauteuil, qu'est-ce que ça ferait ? Si j'étais aveugle, on peut se mettre en situation, on peut tester, alors que se projeter en se disant, si j'avais des troubles autistiques ou si j'avais une déficience intellectuelle, en fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens et on a plus de difficultés aussi à mesurer ce que ça demande en fait en termes d'entraînement, d'investissement pour atteindre ces performances-là. D'accord. Et donc j'avais une autre question. Est-ce que le sport adapté est composé de sous-classes, entre guillemets, où tous les concurrents, tous les licenciés concourent dans les mêmes compétitions, dans la même course, peu importe le type de maladie ? Non. Donc effectivement, on va avoir dans les deux fédérations des processus de classification. Par contre, les processus de classification sont forcément très différents entre les deux fédérations, puisque sur la Fédé Handisport, on va plutôt se baser sur des éléments moteurs. Par exemple, il va y avoir toute une classification qui tourne autour des lésions médulaires, donc des lésions de la moelle épinière en fonction de la hauteur de la lésion et de son impact sur la mobilité des membres. On va avoir différentes classes, alors que sur le sport adapté, en fait, on va être sur une classification très liée aux modalités d'autonomie, aux modalités de compréhension de l'activité et pas tant sur le niveau sportif. Parce que en fait on peut très bien avoir des gens qui vont avoir des capacités de compréhension plutôt préservées, qui n'ont pas une grande déficience intellectuelle mais qui démarrent par exemple dans une activité. D'accord. Eux, ça serait pas cohérent qu'on les fasse concourir avec des sportifs qui sont dans une difficulté beaucoup plus importante, mais qui pratiquent depuis des années et qui ont développé des compétences. Donc souvent, en fait, pour travailler sur les classifications, on le fait avec les éducateurs sportifs, des sportifs qui les côtoient au quotidien, et on a tout un ensemble de questions qui tournent presque plus autour de la vie quotidienne. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un qui vit seul ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a pu passer son permis ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a accès au langage, à l'écriture ? Est-ce que c'est quelqu'un qui manipule les objets de telle ou telle façon, etc., etc. Et on est assez peu sur les champs sportifs parce que ça, on estime qu'après, chacun peut développer ses aptitudes avec l'entraînement. Oui, exactement. D'accord. Et tout à l'heure, je reviens sur ce que vous évoquiez. Donc, l'une des difficultés, c'est de devoir organiser des compétitions dans une multitude de sports.
Mhm. Donc là, j'imagine que c'est l'un des enjeux de votre métier en tant que responsable de formation, c'est que à la formation, comment vous vous chargez de la formation? C'est des professionnels de foot, par exemple, hors handisport, hors sport adapté, qui viennent coacher, ou c'est des professionnels purement qui ont été spécialisés pour travailler avec des personnes en situation de handicap Mhm. dans chaque Alors sport? en fait, c'est une bonne question. On a les deux. On va avoir des gens qui ont passé des diplômes spécifiques comme des licences en STAPS, hein, ça c'est des licences universitaires en APA, en activité physique adaptée, qui eux vont avoir des prérogatives pour encadrer tous les publics dits spécifiques et dans toutes les activités. Mais en fait, on n'a pas suffisamment de professionnels formés pour couvrir le champ de toutes les activités. Donc on a également effectivement des éducateurs sportifs des fédérations traditionnelles Mhm. qui peuvent venir. Alors souvent, il faut quand même des modules de formation complémentaires à leur formation initiale et ils vont pouvoir aussi encadrer des publics sport adaptés. Et c'est la même chose par rapport au fonctionnement des clubs, c'est-à-dire que soit on peut avoir des clubs qui sont 100% sport adapté, qui D'accord. vont accueillir uniquement des personnes en situation de handicap mental, soit on peut avoir des sections dans des clubs ordinaires. Donc, c'est-à-dire que c'est des clubs qui choisissent aussi de développer l'inclusion et qui choisissent de développer l'inclusion et qui vont choisir l'accès à la pratique sportive, qui est importante, hein, mais je me dis, ça, il y a eu pas mal de campagnes de communication et ça commence quand même à se développer. Moi, je travaille sur l'accès au métier Oui, d'entraîneur. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut aussi que les métiers du sport puissent être accessibles à des personnes en situation de handicap. d'accord. Ouais. Qu'ils puissent être pratiquants, c'est super, et il faut que ça continue à se développer, mais ils peuvent aussi être encadrants. Être Donc acteur. ça, il y a encore un petit boulot hein, dans nos représentations à faire pour que ça puisse bouger. Et par rapport à la pratique sportive, est-ce que tu sais, euh, est-ce que tu sais depuis quand c'est un droit pour les personnes en situation de handicap? Parce que ça l'a pas toujours été. Non, effectivement, ça l'a pas Non, toujours été. non. C'est vrai que je sais C'est pas pas. du tout. Et ben en fait, ça date juste de 2005. D'accord. Donc Ah c'est ouais. hyper récent, ça va faire moins de 20 ans. C'est cette fameuse loi sur l'accessibilité. Et en fait, pour la première fois, apparaît dans la loi le fait que le sport, comme l'emploi, comme d'autres activités, sont un droit pour des personnes en situation de handicap. Ce qui fait qu'au sens de la loi, normalement, un club ne peut pas refuser d'accueillir ces publics. Après, on sait bien qu'il y a d'autres contraintes d'encadrement, des fois de matériel, etc. Mais en tout cas, voilà, il y a aussi un appui réglementaire qui ne résout pas tout, mais qui peut être en soutien. Ok, super. Ouais, bah merci beaucoup Marion Zachary. Est-ce que vous voulez dire un petit mot pour la fin, quelque chose que vous avez pas dit et qui vous tiendrait à cœur? Peut-être je vais donner une dernière info plutôt en lien avec les jeux, parce que voilà, on a vécu ça cet été et c'est Ouais, encore assez récent, peut-être présent dans l'esprit de chacun. C'est de se dire que, en fait, là, les sportifs en situation de handicap mental, ils viennent juste d'être réintégrés sur les Jeux. Ça date des Jeux de Londres en 2012, donc 12, ouais. c'est assez récent. Auparavant, ils ont été exclus pendant près de 20 ans D'accord. suite à une tricherie d'une équipe de basket espagnole qui avait inclus dans son staff en fait un journaliste. Et plutôt que de radier l'équipe, ils ont radié tous les sportifs en situation de handicap mental D'accord. parce qu'au niveau international, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur c'est quoi en fait le handicap mental et la déficience intellectuelle. On revient sur ces notions de mesure qui sont forcément plus difficiles à faire Mhm. que de mesurer la mobilité d'un membre. Et plus Et difficile à donc voir aussi, ouais. ça a pris très longtemps avant qu'on puisse avoir une réintégration. Donc là, c'est le cas depuis 2012 et c'est très bien. D'accord. Néanmoins, sur des Jeux paralympiques, il n'y a que 4000 places. Donc si on réintègre les sportifs en situation de handicap mental, il y a forcément moins de places pour les sportifs en situation de handicap moteur et sensoriel. Donc avec des enjeux de primes à la médaille et de médiatisation qui nous dépassent un peu mais qui sont présents. D'accord. Sur
toutes les disciplines ou seulement quelques-unes spécifiques? Alors c'est intéressant ta question parce qu'en fait effectivement il y a une réintégration mais j'ai envie de dire c'est par la petite porte, c'est-à-dire que sur toutes les disciplines ils vont pas ouvrir toutes les épreuves. Donc par D'accord. exemple sur de la natation, je te dis n'importe quoi, ils vont peut-être ouvrir un 50 brasses dames. D'accord. Okay, ou un 50 nage libre, un 100 nage libre homme. Ça veut dire qu'il faut avoir des sportifs déjà de haut niveau dans la discipline et en plus dans la bonne épreuve parce qu'en athlée c'est pareil, ils ouvrent pas toutes les épreuves. Donc si vous avez des lanceurs de javelot et qu'ils ouvrent le marteau, Ouais. et ben on se retrouve bien embêté. Donc voilà, c'est encore y a encore plein de choses à faire évoluer. Mais voilà, je pense que les jeux étaient un beau facteur pour mieux connaître ces publics. Ouais. Et puis, est-ce que toi, tu saurais dire, par exemple, qu'est-ce qui fait que à 20 ans, je ne sais pas ton âge exact, ça n'a pas beaucoup d'importance, tu n'es pas forcément encore rencontré ou vraiment côtoyé des personnes en situation de handicap? Alors j'en ai côtoyé aux États-Unis un petit peu, il y en avait Ouais. quelques-uns, mais par le biais du sport en France, j'ai pas souvenir, non, que ce soit au lycée ni à la fac, d'avoir côtoyé des personnes en situation de handicap. Ouais. Enfin, j'en ai côtoyé forcément, mais lié à la pratique sportive, j'ai pas souvenir. Donc, Je vous invite du coup chacun et ceux qui écouteront ce podcast à se poser la même question et à se dire comment c'est possible qu'en France finalement, effectivement, j'arrive à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, donc quand je discute avec mes stagiaires, sans avoir vraiment rencontré ou pu côtoyer ces personnes. Parce qu'on est sur un fonctionnement en fait qui est encore quand même très cloisonné. Et le fait de ne pas connaître, de ne pas vivre aussi au quotidien un peu plus ensemble, de ne pas avoir d'activités partagées, ça crée encore des peurs, des résistances. Et voilà, je peux que vous inviter chacun à aller à l'occasion sur une compète sport adapté ou sur un événement et à partager ça. Ouais. Parce que vous allez vivre des beaux moments et je pense que vous verrez vraiment les personnes en situation de handicap différemment. D'accord, et bah, sur ce joli conseil, merci beaucoup Marion. Avec plaisir. Puis à l'approche de Merci. Noël, je vous souhaite de bonnes fêtes. De même, très bonne fête à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à Marion de nous avoir accompagnés, de nous avoir fait mettre le premier pas dans ce monde extraordinaire du handicap, de nous avoir partagé les rouages et les enjeux du milieu sportif sur le territoire. Nous allons maintenant accueillir Aymeric Briouat qui va nous expliquer ce qui est mis en place au niveau départemental. Aymeric fait partie de l'association Tous Cap à Villefranche-en-Beaujolais. Donc Tous Cap est une association qui organise des compétitions sportives et des sorties culturelles pour un public adapté. Je vais le laisser se présenter et expliquer le fonctionnement associatif. Merci d'être parmi nous, Aymeric Briouat. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes préparateur physique à l'association Tous Cap. Vous pouvez vous présenter un peu qui vous êtes, votre formation, votre rôle à Tous Cap. Alors bonjour, je m'appelle Aymeric Briouat, j'ai 28 ans et j'ai été embauché en 2021 à l'association Tous Cap sur le poste d'éducateur sportif spécialisé en activités physiques et sportives adaptées. J'ai fait comme formation une licence STAPS et ensuite je me suis spécialisé dans le handicap mental en suivant un diplôme d'état d'éducateur sportif spécialisé dans les activités physiques et sportives adaptées. D'accord. Vous êtes à Tous Cap. Qu'est-ce que c'est Tous Cap, les objectifs, ça consiste en quoi? C'est une association, un club? Alors c'est une association qui a été créée en 2011, qui est destinée aux adolescents de plus de 16 ans et aux adultes qui ont un handicap mental. Donc ça peut être trisomie, ça peut être aussi autisme, et ou ayant des troubles psychiques. Donc c'est des personnes qui ont une particularité, qui sont suivies pour beaucoup, qui ont leur quotidien.
qui peuvent être aussi accompagnés dans les gestes de la vie quotidienne ou qui peuvent vivre seuls. On a plusieurs profils de personnes et aujourd'hui, notre asso, elle compte 170 adhérents à peu près. Donc c'est une asso qui grandit chaque année ou on est arrivé un peu à un plafond au niveau des licenciés? Au départ, il y avait une quinzaine, vingtaine d'adhérents en 2011. Ouais. Et puis, une seule personne travaillait à ce moment-là sur le poste d'éducateur sportif. Et l'association a grandi avec le nombre d'adhérents qui a augmenté. Et on s'est retrouvé jusqu'à 3 salariés pour permettre à toutes ces personnes d'avoir des activités. Et donc il y a eu quand même, à partir de 2017, une grande avancée sur le nombre d'adhérents. Et, D'accord. Aujourd'hui, on est 2 personnes à travailler à temps plein sur cette association. D'accord. Et donc vous dites qu'à partir de 2017, il y a eu une belle progression de l'asso. Il y a un événement en particulier qui a provoqué ça ou... Non, il n'y a pas vraiment de lien. Je pense que c'est surtout le fait qu'à partir de 2017, il y avait plus d'offres qui a été mise en place par l'association. Donc plus il y a eu d'offres, plus la demande a été possible. Et on a pu répondre aux demandes. Ce qui a fait que les personnes ont eu la possibilité de, à long terme, s'inscrire et avoir des activités. Et c'est à partir de 2019 où vraiment là c'était possible de répondre et de proposer beaucoup d'activités. D'accord. Parce que moi j'ai été embauché, il y a une première personne qui a été embauchée, puis ensuite moi on m'a pris en contrat de professionnalisation en 2021, foot de Villefranche. D'accord. On a créé une section adaptée en 2022, une section foot. D'accord. On participe à des compétitions sportives sur 3 activités, l'athlétisme, le foot et la pétanque. On propose aussi des séjours de vacances adaptés qui peuvent durer de 1 à 3 semaines, qui sont la danse et le théâtre. Et le week-end, je suis amené à travailler à peu près la moitié du temps. Et sinon, le reste du temps, c'est ma directrice qui prend aussi en charge des activités. On peut aussi bien partir à la journée, le week-end, qu'en week-end complet avec une nuitée. D'accord. Et ça peut être des thématiques de journée. Donc on a des journées sportives, comme le bowling, des olympiades, des journées randonnées, des sorties vélo. Ça peut être des journées loisirs. On va souvent sur des parcs animaliers, on va sur des parcs d'attractions, on fait aussi des croisières. D'accord. On peut aller visiter des musées, plutôt orientés sport d'hiver. Et l'été, on est sur plusieurs types de séjours. On a des séjours de fait moyenne autonomie, où on est en gestion libre. Donc on va préparer à manger, on va avec eux, on va être sur des temps de vie quotidienne où on va les accompagner. Et on est dans des gîtes. On loue des gîtes et on passe le mois de juin et le mois de juillet avec ces personnes. Et sinon, en août, on propose d'autres séjours. C'est plutôt orienté bonne autonomie. D'accord. Où là, on va être en pension complète. Donc les repas nous seront fournis. On propose des activités sportives principalement. Et aussi, il peut y avoir des séjours un petit peu plus culturels avec des visites, des sorties diverses. Donc on essaye de répondre à tout le monde parce qu'on n'a pas que des personnes qui veulent faire du sport, on a aussi des personnes qui veulent partir en vacances pour s'évader, pour découvrir de nouveaux environnements. Donc, on essaye de proposer différents séjours. Donc ouais, on va basculer un peu sur l'importance du sport, justement. Vous dites qu'il y a des personnes qui font ça surtout aussi pour s'évader. Quels sont les bénéfices sociaux du sport sur les personnes en situation de handicap? Après, hors contexte associatif, pour partager des moments ensemble, et aussi pour les personnes qui sont accueillies en structure, qui vivent avec les mêmes personnes tout le long de l'année. Ça leur permet de sortir un petit peu de leur contexte, d'aller vers l'extérieur, de découvrir de nouveaux lieux. Et pour répondre à tous ces besoins, on cherche et on choisit des activités diversifiées. D'accord. Et on essaye surtout d'avoir un nombre de bénévoles important parce que plus il y a de bénévoles, plus on peut accueillir de personnes sur un même week-end. C'est tout l'enjeu de l'association.
C'est rare que sur une activité, on soit moins de 30 adhérents. On essaye toujours de répondre le plus possible à chacun, dans la limite aussi de leur budget, parce que les activités sont facturées, c'est un coût pour chacun. C'est tout un enjeu, un équilibre à trouver pour permettre à tout le monde d'avoir un nombre d'activités suffisant et pouvoir accueillir dans de bonnes conditions ces personnes. Niveau relations sociales, c'est des personnes qui ont quand même l'habitude soit d'aller au travail, donc ils ont déjà des liens avec les autres. Mais le fait de se retrouver dans un autre contexte hors travail, ça change un petit peu la dimension de la relation. Et des personnes avec qui on n'a pas forcément de lien au travail, on peut l'avoir à tout ce cas. D'accord. De par les rencontres qu'on fait, de par le partage, le fait de jouer ensemble, Mhm. ça permet d'avoir d'autres relations. Et d'un côté purement physique sur les personnes, qu'est-ce que ça leur apporte au quotidien de pratiquer le sport? Alors, de ce côté-là, sur les activités sportives, bon, ça dépend de chaque activité, mais d'un point de vue général, ça favorise le bien-être physique et le bien-être émotionnel. Ça permet de conserver une autonomie physique. Ça renforce leur capacité de pouvoir se déplacer en toute autonomie. On a des personnes qui sont soit très sportives, soit d'un public vieillissant. Et ces personnes-là, le fait de continuer à bouger, à se mettre en mouvement, ça a un effet positif sur leur déplacement, sur la possible prise de poids aussi. On essaye de répondre au fait que de par l'activité, il n'y a pas de conséquences sur leur niveau de stress aussi. D'accord. Ça améliore leur estime d'eux. Ça a un effet régulateur sur leur humeur. Oui. Et ça développe la souplesse, leur équilibre, leur coordination de mouvement. Tout ça réuni, on a des personnes qui ont besoin, on le voit, d'avoir une activité sportive parce que on a un train de vie qui est quand même assez peu mobilisant dans l'ensemble. Et le fait de devoir déjà rien d'aller à l'activité, parfois à pied par ses propres moyens, de se déplacer sur le lieu d'activité, c'est déjà une activité physique. Et en plus de pratiquer sur place avec les autres, c'est un facteur de motivation et ça entretient ce bien-être chez chacun. D'accord. Et merci. Je reviens un peu sur l'association de manière générale. Donc il y a 3 salariés. Qui est-ce qui finance ça? C'est la région, c'est les adhérents? Principalement, ce sont les adhérents. D'accord. Ils cotisent. Il y a une première cotisation à l'année pour s'inscrire à l'association, qui est de 40 €. Et ensuite, par rapport à leur choix d'activité, chaque activité a un coût, que ce soit les activités sportives la semaine ou les activités du week-end. Ouais. On a aussi des bénévoles qui cotisent pour l'association. Dès qu'ils souhaitent devenir bénévoles, il y a une adhésion à fournir. On a des partenaires aussi sur les activités qui nous aident à l'année. Je pense à Platard, par exemple, qui est notre partenaire sur l'activité course à pied. D'accord. Où récemment, on a eu la chance d'aller à leur marché de Noël, de tenir un stand et les fonds ont été reversés à l'association. On profite aussi des dons des personnes qui le souhaitent pour faire vivre l'association. D'accord, super. Voilà, c'est principalement de cette manière que l'association vit. Après, on a aussi un partenariat avec la Fédération des personnes en situation de handicap, la plus grosse fédération de la région. Ouais. En tout cas de l'agglomération caladoise, qui est la GIVRE, qui nous permet de nous déplacer sur les lieux d'activité avec leurs propres véhicules. On a à disposition une bonne partie de leurs véhicules. Et donc tout ça réuni fait qu'on peut être aujourd'hui 3 personnes à travailler sur
cette association. Donc il y a une directrice, il y a moi-même sur le poste d'éducateur sportif et il y a également une personne en contrat d'alternance qui prépare une licence STAPS et qui, elle, va être plutôt sur les activités du week-end pour le moment, pour seconder, pour permettre aux adhérents d'être accueillis et puis pour faire son expérience. D'accord. Et on a un prestataire pour finir qui lui est plutôt sur la partie communication et recherche de partenariat, qui travaille une partie de l'année sur les projets de l'association. D'accord. Et dans le coin, là, dans la région caladoise, voire lyonnaise, il existe d'autres associations un peu comme ça d'accompagnement vers le sport pour les personnes en situation de handicap? Ou c'est assez restreint Alors, il y a une association handisport sur Villefranche qui elle, s'occupe plutôt de ce qui va être personnes avec un handicap physique. Côté handicap mental et psychique, non, on est les seuls dans le coin D'accord. de l'association. Après, sinon, il faut se tourner vers Lyon, où là, il y a d'autres associations qui proposent aussi plus ou moins les mêmes prestations. Ça va aller des activités sportives aux vacances et c'est adapté aussi. Ouais. Voilà. Mais niveau départemental, il y a peu d'associations aujourd'hui qui existent. Donc du coup, ce qui fait que à Villefranche, les personnes se tournent directement vers l'association TOUSCAP si elles souhaitent avoir des activités encadrées. D'accord. Super. Et ben merci beaucoup, Emeric, de nous avoir présenté l'association TOUSCAP et l'importance d'introduire des activités sportives ou non d'ailleurs à ces personnes en situation de handicap. Puis pour tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller soutenir l'association sur Internet, j'imagine, et qu'on peut trouver un lien. On a un site Internet et c'est possible de devenir bénévole aussi à l'association. On est en recherche systématique de bénévoles. Il y a de la place. Donc après, il suffit de se rapprocher de la personne qui est directrice de l'association. Ses coordonnées sont sur le site internet. Voilà, ça peut être enrichissant le fait de venir découvrir une activité et surtout au vu du panel d'activités qui est proposé, je suis sûr qu'il y en a qui pourraient répondre déjà aux désirs de chacun. Le fait de faire des nouvelles rencontres et de se familiariser avec le handicap mental et psychique qui finalement est juste une barrière qu'on se met, mais une fois qu'on a commencé à aller une première fois vers ça, après normalement tout se passe bien et c'est ce qu'on cherche de nouveau à revenir, c'est ce que nos bénévoles peuvent nous dire, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Merci beaucoup, Emeric. Passez une bonne fin de journée et puis de bonnes fêtes. Merci beaucoup. Au revoir. Pour conclure ce podcast sur le monde du sport adapté, il est essentiel de souligner l'importance de l'inclusion et de l'accessibilité dans le domaine sportif. Le sport adapté ne se limite pas seulement à l'aspect physique, il offre également des opportunités de développement personnel, de dépassement de soi et de lien social pour les personnes en situation de handicap. En valorisant la diversité des parcours et des talents, il contribue à casser les barrières et à redéfinir les normes du sport. Le chemin reste encore long, mais chaque initiative, chaque compétition et chaque témoignage nous rapproche d'un avenir plus inclusif et plus équitable. Pour faire le lien avec l'audio de Sofiane Meyaoui en début de podcast, le sport adapté est une véritable école de vie où l'on apprend que l'important n'est pas la performance mais la participation et l'épanouissement de chacun. Grâce à Marion et Emeric, nous avons pu mettre en évidence certains aspects importants du développement du sport pour tous dans des infrastructures très différentes. Ce que je trouve très intéressant du côté du CREPS, c'est le fait de former professionnellement des personnes handicapées afin qu'elles-mêmes puissent accompagner et développer les univers handi et sport adapté. L'inclusion ne se limite pas à la pratique et c'est un défi de professionnaliser les métiers liés au sport à tout le monde. L'association TOUSCAP, dont nous a fait part Emeric, quant à elle, se bat pour permettre à ses adhérents de vivre des moments uniques de sport, de culture, de compétition et de camaraderie. De la formation à la pratique, le combat de tous doit être le même.
faire vivre des moments privilégiés par le biais du sport à des personnes nécessitant un accompagnement personnalisé. On peut y parvenir en gardant en tête notre devise nationale de liberté, d'égalité et de fraternité et en essayant d'y répondre au maximum. J'espère que ce podcast aura aiguisé votre curiosité et vous poussera à aller pourquoi pas à la rencontre de ces associations et clubs, d'aller assister à quelques compétitions à côté de chez vous, voire de sponsoriser l'organisme de votre choix. Un énorme merci à Marion Zacharie et à Touscap, et plus particulièrement Aymeric Briouat, d'avoir partagé avec nous leurs expériences et leurs connaissances. Si vous êtes arrivé jusque-là, je vous remercie de votre écoute, et quant à moi, je finirai sur un proverbe d'Aristote. L'amitié est une forme d'égalité comparable à la justice. Chacun rend à l'autre les bienfaits semblables à ceux qu'il a reçus.